Les conférences du Figaro étudiant. Bonjour à tous, on va pouvoir commencer tranquillement. On se retrouve cet après-midi pour parler des formations paramédicales et des métiers du paramédical. Je suis Emma Ferrand, je suis journaliste à la rédaction du Figaro étudiant. Et puis, bien, vous avez vu qu'autour de moi, il y a du monde pour parler de ces métiers, de ces formations paramédicales. J'ai à ma gauche Roxane Laurenti, directrice de la prépa Excosup. Bonjour Roxane. Mathéo Pourvendier, vous êtes étudiant en kinésithérapie. Et puis Zoé Demag, vous êtes étudiante en psychomotricité. Merci à tous les deux d'être là. Moi, j'ai une première question pour vous, Roxane. Oui, vous entendez ou pas? Très bien? Pas bien. C'est embêtant. Heureusement que vous me le dites. Je sais pas. Au niveau du son, visiblement. Là, c'est bon? C'est bon. Ok, formidable. Je continue. Roxane, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'on appelle métiers paramédicaux, justement? Alors, il faut différencier les métiers de la santé du métier paramédical. Dans le paramédical, aujourd'hui, on a essentiellement la profession d'infirmière, psychomotricien, ergothérapeute. On a aussi orthoptiste, audioprothésiste et manipulateur radio, essentiellement. Voilà. Alors, il y a aussi une question qu'on se pose souvent, ces métiers-là, donc il y en a beaucoup finalement, parce que orthophonie aussi, enfin, orthophonie, j'ai pas cité, il y en a pas mal, et puis il y a aussi la kiné. Il y a podologue aussi, il y en a encore. Voilà, il y en a vraiment plein. Est-ce que ces métiers-là, où est-ce qu'ils s'apprennent? Est-ce qu'ils s'apprennent à l'université? Est-ce qu'ils s'apprennent dans des écoles spécialisées? Il y a les deux. Il y a des formations qui se font exclusivement à l'université, d'autres exclusivement dans des écoles et d'autres qui font moitié université, moitié école. On trouve tout type de formation. Voilà. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux étudiants qui sont là pour nous parler chacun de leur formation. Donc Zoé en psychomotricité et Mathéo en kiné. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours chacun et puis nous expliquer comment vous avez choisi aussi justement cette spécialité, ce métier? Alors bonjour, moi je suis en reconversion professionnelle. Alors parlez bien devant le micro. Plus proche? Ouais, c'est bon. Moi je suis en reconversion professionnelle. Donc j'ai débuté mes études par de l'éducation spécialisée et j'ai rencontré beaucoup de psychomotriciens au cours de mon métier passé. Et c'est vrai que c'est une formation qui m'intéressait beaucoup de plus par son côté plutôt paramédical que d'éducatif. Et donc j'ai décidé de réaliser une préparation à Excosup pour pouvoir reprendre le rythme des études, retravailler ma biologie notamment, et pouvoir intégrer ensuite par la suite l'école d'études supérieures en psychomotricité. Donc ça m'a surtout aidé à constituer mon dossier Parcoursup, qui est vraiment important pour ensuite la suite de mes études. Donc vous étudiez dans une école, c'est une école spécialisée? Là aujourd'hui, oui, je suis en école privée à l'ISRP de Paris. D'accord. Et vous, Mathéo? Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Mathéo, je suis actuellement en dernière année de kiné. Par quoi je suis passé? Je suis passé par une première année de passe à Paris 7 Diderot, donc l'ancêtre de la fusion avec Descartes, donc qui est aujourd'hui l'université de Paris. J'ai été accompagné par Medisup, du coup la première prépa qui prépare aux études médicales en France. Et ce qui est bien en fait avec les études de kiné, c'est que c'est à la fois l'un des premiers métiers paramédicaux et aussi un des métiers qui rentrent dans le domaine de la santé. Donc on a cette double étiquette au final. Qui a un très bon statut pour nous. Aujourd'hui, ensuite après avoir parlez un été peu cette plus première près année, parce qu'on vous entend pas. Excusez-moi, Vraiment? ça va ici? Ouais, je vais faire un peu Ok. un cours, mais vraiment, pouf, vous le posez et vous parlez. D'accord, comme ça, ok. Voilà. Donc ensuite, j'ai intégré une des 11 écoles de kiné qu'il y a à Paris, en Ile-de-France en tout cas. Faut savoir qu'il y a 8 écoles de privées et 3 écoles de kiné publiques. Donc l'objectif, forcément, c'est d'essayer d'avoir une des 3 écoles de kiné publiques. Et ensuite, le métier de kiné à proprement parler, ça prend en 4 années, à la fin desquelles on aura validé du coup un grade master, vu que ça aura fait 5 ans avec la première année de sélection. Et on sortira kiné généraliste et ensuite on pourra se spécialiser plus tard durant notre vie professionnelle. Il y a quoi comme spécialité par exemple après? Alors il y en a énormément. Les trois gros pôles en kiné qu'on peut résumer, ça va être la musculo-squelettique, tout ce qui est fracture, luxation, etc. On va retrouver le domaine aussi de la neurologie, donc pour les personnes qui auront fait des AVC, des scléroses en plaques ou des choses comme ça. Et enfin la cardio-respi, donc pour les problèmes respiratoires. Après il y a plein de sous-catégories. Moi par exemple, la spécialité qui m'intéresse c'est la kiné vestibulaire. C'est tous les problèmes d'oreille interne, d'équilibre, etc. qu'on peut rééduquer justement à travers le mouvement et dans la tête. D'accord.
Roxane, comment on fait parmi tout ce panorama de métiers paramédicaux, comment on fait pour choisir le bon, pour savoir lequel nous correspond le mieux? Est-ce qu'en général, ce sont des vocations, en fait? Alors, c'est peut être une vocation, c'est quand même la principale qualité, heureusement. Mais c'est aussi, il faut toujours vérifier que les matières prépondérantes de votre formation sont celles qui vous correspondent. Certaines formations du paramédical, comme par exemple ergothérapeute, mais kiné aussi, on a besoin d'un plutôt passer sur du français, de la biologie. Podologue, c'est que de la biologie. Donc il faut avoir un atout, une envie de faire ce métier et vérifier qu'on est bien en adéquation entre ses capacités scolaires et le métier qui correspond. Et aussi la durée des études. Parce que ça varie beaucoup aussi, la durée des études en ça fonction varie entre 3 et 5 ans. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des débouchés dans tous les métiers paramédicaux? Aujourd'hui, les métiers paramédicaux ont énormément de débouchés. Il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. On manque énormément de psychomotriciens et d'ergothérapeutes. Les infirmières, ça a toujours autant de succès. Vous savez que c'est le premier métier, le premier choix sur Parcoursup. Aujourd'hui, il y a 700 000 demandes d'entrée en IFSI tous les ans sur Parcoursup. Tous ces métiers, il y a forcément beaucoup de demandes. Sur les métiers de la santé font toujours autant de succès, et particulièrement de paramédical, même plus que la santé. Ça me permet de rebondir, mais effectivement, vous mentionniez le fait que la formation en IFSI, donc pour devenir infirmier, est une des formations les plus demandées aujourd'hui sur Parcoursup, mais c'est également l'une des formations qui est le plus abandonnée en cours de route. Tout à fait. Et comment, il y a 22% d'abandon durant les études d'infirmière, comme sage-femme. Comment on fait justement pour être convaincu que c'est le bon choix qu'on fait? On fait des stages. Tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, déjà vérifier par rapport à vos adéquations, par rapport à vos matières, mais aussi faire des stages, d'où l'intérêt de faire une prépa paramédicale qui va vous montrer le niveau à avoir, vous faire revoir tout le programme nécessaire à votre futur métier, mais aussi va faire des stages d'observation dans différents milieux paramédicaux. Et c'est important de faire un stage avec une infirmière, une psychomotricienne, une ergothérapeute, et découvrir aussi des métiers que parfois vous ne connaissez pas et qui sont passionnants. Il faut absolument faire des stages pour soit être dégoûté ou au contraire être complètement passionné et continuer comme ça. Mathéo, vous, comment ça s'est passé pour suivre votre cursus en kinésithérapie après le bac? Vous avez fait quoi? Alors après le bac, du coup, j'ai enchaîné directement avec une PASS. Donc le PASS, c'est le parcours d'accès spécifique santé. C'est ça, exactement. C'est une première année de médecine, en fait. Voilà, c'est une première année. C'est la petite sœur, en fait, de l'ancienne PASSES, qui était la première année commune aux études de santé et qui donnait accès à la médecine, à kiné, dentaire, pharma et sage-femme. Donc j'ai été accepté sur Parcoursup à l'université grâce à ça. Durant cette première année, du coup, j'ai travaillé à côté avec une prépa privée. J'ai continué mes études de kiné dans un cursus universitaire normal. Et vous, Zoé, ça s'est fait comment? Je suis tout de suite entrée directement par la prépa paramédicale. Vraiment. C'était en gros avant que vous passiez. C'est un concours après, en fait? À l'époque, donc l'an dernier, pour entrer dans l'école dans laquelle je suis actuellement. Mais aujourd'hui, il y a peu de chances qu'il reste un concours, en tout cas pour les prochaines admissions. Donc c'est uniquement par Parcoursup sur dossier. C'est un peu comme infirmier, en fait. C'est directement par Parcoursup aussi psychomote. Maintenant, aujourd'hui, alors sauf kiné, c'est différent parce que c'est médecine. Sinon, tous les métiers du paramédical, vous devez forcément vous inscrire sur Parcoursup. Il n'y a plus aucun concours. L'ISRP a demandé une dérogation pour maintenir un concours, mais il y a peu de chances qu'ils l'obtiennent. Sinon, toutes les formations, parce que l'ISRP est une formation privée, vous vont rentrer sur concours. Le concours 2024, ils sont pas du tout sûrs de l'obtenir. D'accord. Voilà. Ok, et donc vous êtes entré à avril 2023. Ouais. Et donc, aux sélections Parcoursup, par la prépa. C'est indispensable aujourd'hui de faire une prépa? Non, une prépa n'est jamais indispensable, que soit la formation que vous faites. La prépa, d'abord, la grosse différence, déjà, c'est que 100% de nos élèves sont admis en milieu paramédical, que ce soit les infirmières, les ergos, les orthoptistes, sont tous admis. Quand vous voyez qu'il y a 700 000 demandes en IFSI et qu'il y a que 32 000 places, forcément tout le monde n'est pas gagnant. La prépa, l'idée principale, c'est qu'on fait un travail de fond, enfin même collège, lycée, et on va faire toutes les matières de première année, l'anatomie, la physio, plus de l'expression écrite, d'expression orale, donc c'est très complet. Et ils nous connaissent, et savent très bien que les étudiants qui ont passé un an à Excossup en prépa, plus en faisant des stages et en faisant un bon dossier Parcoursup, sont forcément mieux formés que les autres. Donc ils sont tous pris inévitablement. C'est une chance que l'on a.
Combien d'élèves? Comment justement aujourd'hui, vous l'expliquez, ça passe beaucoup par Parcoursup quand même, quasi toutes les formations sauf la vôtre, Mathéo, mais c'est un peu différent. Comment on fait justement pour booster son dossier, pour maximiser ses chances d'être pris ensuite? Alors, il faut un excellent dossier Parcoursup, et Parcoursup, comme vous le savez, est un algorithme mystérieux que personne ne connaît, mais il faut avoir des bonnes notes en terminale et en première, mais ça ne suffit pas. Ça dépend aussi de quelle école vous venez, et ils font beaucoup attention, en tout cas, à la discipline. Dans le paramédical, il y a deux choses qui sont importantes, c'est l'assiduité et le comportement. Et ces deux notes sont même prépondérantes par rapport aux maths et à la physique, ou au français ou à la bio. C'est extrêmement important, le sérieux des étudiants. Et les stages, évidemment, que j'ai oublié, mais faites des stages, je vous encourage tous à en faire. Quand vous faites des stages et que vous les valorisez dans Parcoursup, c'est forcément un bonus. C'est facile d'obtenir un stage avant de faire des études, justement, quand un vous stage êtes hors d'observation? prépa, c'est difficile. Nous, on est conventionnés, on est partenariat, donc c'est facile au sein d'une prépa. Tout seul, c'est moins facile, c'est du bouche à oreille, c'est du... En général. Stage d'observation, c'est déjà très bien pour être convaincu, c'est bien le bon métier que l'on veut faire. Ok. Quotidien en tant qu'étudiant, chacun dans votre filière, savoir un peu quels cours vous avez. Est-ce que vous allez avoir des stages aussi? Vous, Mathéo, vous êtes en fin de cursus. Est-ce que vous pourrez peut-être nous raconter vos stages? C'est toujours intéressant. On commence par vous, Zoé, peut-être? Vous êtes en première année, hein, c'est Alors ça? moi, je suis en première année. Donc, je suis entrée il y a 3 semaines de cela. C'est assez récent. Pour l'instant, j'ai des cours d'anatomie, de neuroanatomie, de psychiatrie, de psychologie. J'ai des cours aussi de travaux pratiques, danse africaine, percussion, puisque c'est un métier qui est aussi basé sur le corps, d'où la psychomotricité. Et en première année, on a un stage de 15 jours en crèche pour découvrir le développement psychomoteur. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement de la première année. En deuxième et en troisième année, on aura plutôt d'autres stages avec les problèmes psychiatriques, etc. Donc c'est variable d'une école à l'autre aussi. Et après la troisième année, c'est fini? Non, il y a aussi des stages. Tous les ans, on retrouve plusieurs stages. D'accord. Donc jusqu'à la fin de votre cursus, vous êtes accompagné au niveau des stages? C'est vraiment un cursus professionnalisant. Ok. Et vous, Mathéo? Alors du coup, je vous le disais, les études de kiné, c'est 4 ans et c'est découpé en 2 fois 2 ans, en 2 cycles. Dans le premier cycle, on est réellement sur un cycle où on va apprendre tout ce qui est la théorie, le corps humain, la biomécanique, comment fonctionne le corps, pourquoi mon corps va-t-il faire ça si je lève le bras, etc. Et on a des stages dès la première année. On a 2 stages de 15 jours dès la première année et après, chaque année, ça va dans la gradation. Moi, pour cette dernière, le deuxième cycle, du coup, les 2 dernières années, on est plutôt dans un cycle de professionnalisation. Donc plus de stages, beaucoup de pratiques et la pratique pourtant on en fait déjà dès la première année avec énormément de manipulations, de travaux après pratique pour apprendre à découvrir le corps et sentir des choses qu'on n'avait jamais senties jusqu'à présent. Et les études de kiné, c'est des études qui sont certes très scientifiques mais qui nous permettent de vivre à côté. Moi dans le sens où j'arrive à faire déjà un double cursus puisqu'à côté de mes études de kiné, je fais aussi un double master de recherche. Et merci. Et j'ai aussi le temps à côté pour faire du sport, voir mes amis et travailler aussi à côté. Donc certes les études de kiné c'est prenant et c'est passionnant, mais on a quand même le temps de faire des choses à côté et c'est vraiment un métier dans lequel, en tout cas en tant qu'étudiant, je peux vous le dire, on peut s'épanouir. Vous, c'est un métier que vous avez toujours voulu faire? J'ai pas toujours voulu le faire. J'ai toujours voulu travailler dans la santé. Et à la fin de ma première année, de base, c'était vraiment médecine que je voulais. Mais le concours en a voulu autrement. Et je suis allé en kiné, du coup. Et je trouve juste ce métier génial depuis que je l'ai découvert. Et vous, j'imagine que les stages, c'est très enrichissant. Qu'est-ce que ça vous permet d'apprendre, justement? Déjà le relationnel avec le patient, parce que c'est facile d'apprendre dans une salle avec ses amis, ses camarades, mais savoir comment se comporter face à un être humain qui a un vrai problème, qui vous demande de l'aide et qui cherche une solution, alors qu'au début on l'a pas forcément, mais au final c'est fait pour ça les stages, apprendre de nouvelles techniques, apprendre des manipulations, et au final c'est vraiment développer son arsenal thérapeutique, je pense, l'objectif des stages en kiné. Il y en a pour qui les stages, c'est quelque chose de très attendu. Il y en a qui attendent ça avec vraiment beaucoup d'impatience. Il y en a aussi qui sont un peu stressés parce que parfois, ils ont, c'est le début, quoi. En plus, c'est un métier
Et vous aussi, Zoé, basé sur la manipulation, etc. Il y en a qui ont peur au début de mal faire. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez aussi des conseils peut-être à donner aux jeunes qui ont un peu peur Que le rapport au corps, c'est quelque chose de très compliqué pour énormément de personnes, surtout dès la certains plus facilement que d'autres. Mais pour ceux à qui ça pose vraiment problème, sachez qu'on n'est pas tous prédestinés à bien savoir toucher, etc. Au début, personne ne sait le faire concrètement, mais au final, c'est de l'apprentissage. C'est un métier, ça s'apprend. Faut vraiment pas avoir peur d'essayer. Les stages, justement, quelque part, on est encadré par un tuteur et c'est fait pour ça. Donc, faut pas avoir peur de se planter parce que, après, comme dans tous les métiers, on va faire des erreurs, mais c'est des erreurs qui seront encadrées. C'est fait pour ça et faut vraiment pas hésiter à se lancer parce qu'au final, on en fait tous. J'en ai fait moi-même et au final, on finit toujours par apprendre et c'est ça qui compte au final. C'est un métier paramédical? Inévitablement, l'empathie, l'amour des autres, l'envie d'aider l'autre, de le soigner. On compte pas son temps. Voilà, c'est tous ces métiers du paramédical, ce métier de la santé. On est là pour soigner l'autre, vraiment pour aller. Voilà, c'est énormément d'empathie. Même si on apprend des gestes techniques, on apprend beaucoup de choses. On est d'abord là pour sauver celui qui est en face. Et avec beaucoup de psychologie, un relationnel exceptionnel. Vraiment aimer travailler avec d'abord en groupe et pour des patients. On n'est pas devant une machine. Et d'un point de vue académique, est-ce qu'il y a d'un point de vue académique, est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont bonnes à avoir? Je sais pas, est-ce qu'il faut être bien... Dans toutes les études, vous apprendrez de toute façon en prépa ou après à vous organiser. Forcément, inévitablement, il y aura un gros fossé, il y a un gros cap, puisqu'on a beaucoup plus de matière, beaucoup plus de travail, très organisé, des plannings, on cumule les cours, les stages, parfois même des présentations aussi à faire. Mais ça, c'est valable pour tout. Donc vraiment, c'est vrai que dans le secondaire aujourd'hui, on n'est pas du tout formé pour l'enseignement supérieur, mais c'est valable pour beaucoup d'enseignements et pas que le paramédical. Voilà. Vous deux, vous diriez quoi aussi en termes de qualité et peut-être de conseils justement à donner aux jeunes pour bien se préparer aux études supérieures? De toute façon, dans les études du paramédical, ce que je constate, c'est qu'il y a surtout beaucoup de bienveillance entre les étudiants. Il y a toujours ce côté un peu social, forcément. Ce côté d'accueil chaleureux. Donc en tout cas, il n'y a pas de crainte à avoir. C'est des métiers où on est tous lotis à la même enseigne. On a beaucoup de compréhension. Donc même pour la peur du corporel ou autre, tout est fait dans la bienveillance. En tout cas, c'est ce que je constate aujourd'hui, moi, en études supérieures à l'ISRP. Vous, Mathéo? Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais pour vous qui êtes actuellement, pour la plupart, au lycée encore et qui devez construire votre projet sur Parcoursup, je pense que pour moi, le mot, c'est cohérent. Faut vraiment que vous montriez pourquoi vous avez envie de faire ça, que vous montriez vos passions, vos loisirs, et que vous arriviez à connecter au final tout ça avec ce que vous voulez. Pas juste quelque chose de calqué qu'ils vont pouvoir lire dans plein de lettres de motivation, mais vraiment écrivez ce que vous ressentez, pourquoi vous voulez faire ça, et pourquoi vous en avez envie, et soyez vous-même avant tout. Et c'est surtout ça, les métiers de la santé, du paramédical et du social, c'est de pouvoir être soi-même et d'aider les autres. Il y a des formules un peu bateau aussi à éviter dans son dossier qui sont utilisées par tout le monde et on se dit oui, ça c'est un peu logique. Pour le dossier Parcoursup. Pour le dossier Parcoursup, ouais. Ce qu'on vous demande, c'est vrai que j'ai déjà dit, c'est beaucoup de sérieux dans le paramédical, dans la santé en général. On veut des élèves extrêmement sérieux. C'est-à-dire que c'est pas très grave, mais on veut du sérieux, des gens qui vont travailler avec le sourire, qui vont être bienveillance. Tous ces adjectifs vraiment reflètent ces professionnels du paramédical. C'est extrêmement important. Si vous voulez être tout seul derrière un ordinateur, vous évitez complètement les métiers de la santé. C'est vraiment des métiers où on va vraiment aller vers l'autre et veut beaucoup travailler en équipe, intermétiers. On va fréquenter des gens de tout milieu de la santé, tous les milieux paramédicaux, travailler entre nous, se passer les patients, voilà, et vraiment beaucoup donc de bienveillance. Donc le dossier scolaire est pas très important, c'est plutôt ce que vous aurez fait avant. Par exemple, si vous avez le BAFA, si vous avez fait des colonies, si vous avez fait du babysitting, si vous êtes déjà occupé des autres, c'est très valorisant dans un dossier Parcoursup. Montrez que vous êtes tourné vers l'autre. Donc il n'y a pas forcément de trucs à éviter absolument, en tout cas. Il n'y a pas d'éléments à éviter absolument. Non, pas forcément. Non. Au lycée, est-ce qu'il y a des spécialités aussi à privilégier?
Ça dépend du métier. Si vous voulez faire infirmière, il y a un bac qui est fait pour ça. Il y a des bacs pro, il y a des bacs techniques. Pour les bacs généraux, c'est plutôt pour psychomote, ergothérapeute, mais kiné évidemment. Alors psychomotricien, faut plutôt être bon en biologie et en français. Ergothérapie, n'oubliez pas que c'est très physique, donc maths physique. Podologue, c'est que la biologie. Je parle pas de kiné parce que kiné c'est la branche médecine comme tu l'as évoqué, donc forcément très bon en maths, physique et biologie. Beaucoup plus complémentaire et beaucoup plus élevé, ortho et en mathématiques. Chaque métier est un petit peu différent et demande des qualités différentes, donc des matières différentes. Mais infirmière, par exemple, il suffit d'être excessivement sérieux, quelques notions de biologie et surtout beaucoup de sérieux. Les études d'infirmier sont difficiles, très complètes, très lourdes et on demande justement beaucoup de corporatisme et beaucoup d'engagement et beaucoup de sérieux. Il y a 20% d'abandon parce qu'il y a 20% des étudiants qui pensaient qu'on s'asseyait sur une chaise, on suivait un cours et qu'on s'occupait pas du tout ni des patients, ni du matériel, ni rien. Voilà. Alors que c'est des études où vraiment on apprend énormément de choses et on est vraiment sur le terrain très rapidement. Vous, dans votre filière kiné, il faut un peu plus être scientifique quand même? Ça c'est sûr, c'est une filière qui demande d'avoir des qualités scientifiques. On conseille toujours en terminale, etc., d'avoir quand même abouti à avoir physique, chimie, SVT, maths, au moins 2 des 3. Mais maintenant, c'est vrai qu'avec les nouveaux parcours qui sont proposés, avec le PASS et la LAS, pour ceux qui en ont entendu parler, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui permet d'ouvrir les profils. Pour ceux qui n'auraient pas pris ces spécialités, c'est pas grave, parce que justement, le concept de la LAS, c'est de faire des licences qui de base n'avaient rien à voir avec la science. On retrouve des licences de droit, d'éco-gestion, de SES qui permettent également d'entrer aujourd'hui dans une des 5 filières médicales et paramédicales. Donc même si aujourd'hui, certes, on conseille toujours d'avoir des filières scientifiques, ne pas en avoir n'est plus une fin en soi. Oui. Et pour vous, dans votre filière, ça se passe comment? C'est plutôt pareil, plutôt scientifique ou pas tellement? Il y a une place importante pour la biologie et la physiologie, ça c'est certain. Mais on demande aussi, comme disait Madame Laurenti, une maîtrise du français quand même pour l'écriture des bilans, l'écriture des rapports. Après, je sais que moi, typiquement, j'ai un bac technologique de l'agriculture, donc ça n'a pas de rapport, mais comme quoi on peut tous avoir une place si on sélectionne bien les mots dans son dossier, si on met en avant notre sensibilité et ce qu'on aime faire aussi au quotidien. Vous, Mathéo, qui avez déjà bien entamé vos études et qui êtes en train de les terminer surtout, ça a été quoi votre plus beau souvenir dans vos études de kiné? Ça peut être plusieurs aussi. Hein. Alors, je pense que c'est un petit peu un classique, entre guillemets, pour des étudiants en kiné. Mais ça remonte de mon dernier stage. C'était en neurologie à l'hôpital. Et je pense que c'était forcément, à partir de la 2e année, on commence déjà tous à voir un peu nos patients. Et moi, j'avais un de mes patients qui avait du coup fait un AVC. Et au bout d'1 mois et demi, j'ai travaillé uniquement avec lui. Et le fait de le voir remarcher, je pense que ça a été un de mes plus beaux souvenirs de me dire que quelque part, c'est un peu grâce à moi. Mais surtout grâce à lui et à son travail évidemment, mais je pense que c'est ça mon plus beau souvenir en kiné en tout cas. Et vous, est-ce qu'il y a des choses que vous appréhendez justement là sur vos études que vous commencez tout juste? Est-ce qu'il y a des matières ou des situations que vous appréhendez ou au contraire vous avez super hâte? C'est un métier qui se rapproche quand même de ce que je faisais moi avant, donc je retrouve pas mal de choses, de connaissances que j'avais déjà appréhendées auparavant dans mes études supérieures. Mais c'est vrai que le contact avec le corps de l'autre, le rapport à l'autre, c'est pas évident non plus. Peu importe l'âge qu'on a, moi j'ai 26 ans et c'est quelque chose que je découvre aujourd'hui dans les médiations corporelles. Mais justement, on est vraiment accompagné à rencontrer l'autre dans la meilleure des situations lors de nos cours. Donc on est bien encadré. Et vous, Mathéo, tous vos stages, vous les avez faits en France? Il y a la possibilité de tourner en études? Je pense, en tout cas pour kiné en France, on peut le faire uniquement sur le territoire français. Donc si on veut vraiment partir, on peut partir par exemple dans le sud au maximum ou dans les dom-toms, mais on ne pourra pas partir à l'étranger. Par contre, quand on fait kiné à l'étranger, on peut venir faire des stages en France par la suite ou durant ses études. L'inverse se fait alors que pour la kiné française, non. D'accord. Et vous avez des informations là-dessus sur... Non, dans les métiers de la santé, donc paramédical et santé, je vais pas vous faire rêver, il y a très peu d'échanges et très peu de formations se font quand même en France, hospitalo-universitaires ou dans les écoles. Et il y a quasiment pas, ou en tout cas pas durant les années d'études, ou très peu. Ah pardon, vous avez un... Non? Oui, Zoé, pardon. Il y a un Erasmus dans mon école
Ah, ok, Donc, super. qui permet de partir dans différents pays. Je sais que c'est une école très internationale, donc elle a un pôle en Chine, Ouais. en Espagne également, et on peut partir en deuxième année en Erasmus. Donc si ça D'accord. intéresse, Voilà, donc c'est possible. En tout cas, ça possible. dépend des métiers. Ça dépend vraiment des métiers. C'est en quand même fait. spécifique de l'ISRP. Il faut le Oui. préciser. Ouais. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a plein. Waouh. Merci. Bonjour. Qu'en est-il des études paramédicales, mais effectuées à l'étranger, enfin en Europe notamment? Il y a des étudiants qui partent en Europe, notamment pour faire des études de kiné. Je voudrais connaître les différences, en fait. À l'étranger, il faut savoir déjà que c'est payant pour la grande majorité. On est sur du privé. Les années d'études, selon les filières et selon les pays, ça peut être plus long ou plus court. Et la reconnaissance, surtout. Parce que en Europe, on a quelque chose qui s'appelle les crédits européens, ou les ECTS pour le supérieur. Et en fonction du nombre d'années qu'on va faire, on va valider un certain nombre de crédits européens. Et par exemple, le diplôme de kiné que vous allez avoir en Espagne ne sera pas équivalent au diplôme de kiné que vous aurez en France. Ce qui veut dire que vous devrez continuer à faire des stages de professionnalisation en France pour montrer entre guillemets un peu votre valeur, mais montrer vos compétences surtout. Paramédical à l'étranger peut se faire, mais n'est pas encore reconnu, nécessite un grade pays d'Europe, et donc il faut encore faire des équivalences pour revenir en France par la suite. Roxane, vous avez des choses à ajouter sur ce sujet ou pas? Je complète simplement. J'appelle à votre vigilance aussi, parce qu'effectivement, il y a plein de jeunes qui vont faire leurs études, alors notamment en Belgique et en Espagne. En général, ce sont des organismes qui sont très bien, des écoles qui sont très bien, comme le disait Mathéo, effectivement. En général, c'est payant, etc. Et ça demande de passer une équivalence aussi. J'appelle toutefois à votre vigilance parce que depuis quelques années, il y a aussi d'autres organismes qui circulent. Je les citerai pas ici, voilà, mais au nom très très connu. Si vous tapez sur internet, vous verrez un petit peu. Ce sont des stalles un peu partout à l'étranger. Attention, parce que cette école n'est pas reconnue. C'est-à-dire que le nombre de jeunes qu'on a tous les jours au téléphone en nous disant j'ai fait cette école, je n'ai pas obtenu mon diplôme et donc je n'ai pas d'équivalence et donc je ne pourrai jamais venir travailler en France. Voilà, c'est un truc qui se développe. Donc juste simplement, faites-y attention aussi si vous envisagez de faire vos études ailleurs qu'en France. Du coup, moi, j'aurais une question pour Mathéo, puis après Zoé. Mathéo, toi, tu as dit que en première année de passe, oui, tu as intégré, là, t'es organisé, en fait. Attends, on t'entend très très mal parce qu'il y a beaucoup de bruit autour. Donc il y a beaucoup de monde sur le salon. Vas-y. Du coup, c'est juste pour voir comment tu t'es organisé avec ton pass et ta prépa Medisup. Voilà. Et après, ce sera ton tour, Zoé, pour la question. Ah, plutôt au niveau du pass, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, comment il s'est organisé en mode parce que Ah, ok. il y avait... Alors, faut savoir que moi, déjà au lycée, j'étais un élève qui n'était pas du tout organisé. C'était vrai. Pardon ? J'étais un élève qui n'était pas du tout organisé. Petit village en plus perdu, donc les études supérieures de base, je m'y attendais pas. Et au final, on m'a proposé. Enfin, j'ai entendu parler de la prépa Medisup. Et au final, en fait, j'ai pas eu à m'organiser parce que c'est la prépa qui, en fait, s'est calquée sur mon emploi du temps et m'a fait mon emploi du temps. En fait, au final, c'était jamais en même temps que les cours à la fac, que les TD, etc. Et toujours sur des moments où j'avais pas de cours, où j'avais rien. Donc au final, soit j'allais en cours à la fac, soit j'allais en cours à la prépa. Et le reste de mon temps libre, je le passais à la bibliothèque en train de bûcher, quoi. Ok, génial. Du coup, Zoé, toi, est-ce que tu penses que c'est déficitaire le fait qu'il n'y ait plus les concours? Parce que t'entends pas encore. J'entends. Je suis désolée, j'entends pas. Tout le monde m'entend autour. J'entends pas. Un petit peu. D'accord. Du coup, je disais, pour toi, qui a passé un concours, est-ce que tu trouves que maintenant c'est déficitaire, qu'il n'y ait plus en fait les concours, et que pour toi, par exemple, si tu l'avais passé cette année, tu penses que ça aurait été plus compliqué ou pas sans le concours? Est-ce que si j'ai bien. Oui. Ouais, c'est l'intérêt de faire une prépa, mais on y a déjà répondu un peu tout à l'heure en fait. La prépa, pour savoir en gros si ça correspond à tout le monde, la réponse de Roxane tout à l'heure était non. Voilà, c'est hyper personnel, mais voilà. Les prépas, mais ça reste... en plus des prépas vraiment pour le coup il y en a vraiment plein et c'est vraiment pas une généralité, donc ça vraiment je vous invite chacun en fonction de vos besoins à voir s'il y a nécessité. La prépa en telle quelle, c'est vraiment un sujet à part, je trouve. Il y en a, je crois que vous êtes derrière, Roxane, les prépas, ou vous êtes par là, hein?
Voilà, juste derrière, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Ouais, il y en a plein en plus. Oui, juste la question sur la prépa. Est-ce que Mathéo, tu as fait la prépa en terminale ou pas? Alors moi j'avais fait une prépa en terminale justement pour faire ce pont, sans en citer parce que si jamais je comprends, mais pourquoi avoir fait une prépa en terminale? Pour faire ce pont un petit peu, parce qu'Evril déjà, la première à la terminale, je m'étais pris un bon mur déjà, et la terminale à la première année, là par contre c'était une abysse, et au final avoir pris une prépa dès la terminale, ça m'a permis un petit peu de faire le pont au-dessus de la vis, et c'est un accompagnement, c'est prendre de l'avance, et c'est de partir un petit peu de ce qu'on sait pour aller vers ce qu'on doit savoir, et en soi, ça n'a jamais été trop pour moi la prépa en terminale, parce que je sais qu'en terminale, la question qui revient souvent, c'est oui, mais avec votre emploi du temps, comment on faisait pour gérer, etc. Sauf qu'en fait, en terminale, c'est les prépas en terminale par des cours qu'on fait en terminale. Donc en fait, c'est un booster dès la terminale et pour aller vers ce qu'on va faire l'année d'après. Donc c'est que du plus et c'est pas négatif du tout. Et en quoi ça fait un plus pour Parcoursup? C'est juste parce que ça rehausse les notes ou? Ouais. Alors, en gros, ça permet, en théorie, du coup, si on travaille bien à la prépa en terminale, en théorie, on est censé avoir de meilleures notes et donc avec des meilleures notes, avoir un meilleur dossier sur Parcoursup. Et du coup, Parcoursup nous favorisera au moment de choisir nos places dans les facs. Mathéo, vous avez dit que à côté des études de kiné, vous faisiez aussi un master. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire kiné et en parallèle ostéo, ou c'est mieux de faire d'abord kiné et ensuite faire ostéo? C'est une bonne question. Très très bonne question, oui. Kiné, il faut savoir que aujourd'hui c'est un métier qui est reconnu devant à la sécurité sociale en France. C'est un concours et c'est pas facile d'accès aujourd'hui. L'ostéopathie, c'est des écoles qui sont privées que vous pouvez intégrer directement sans passer via Parcoursup. Donc pour moi, le choix le plus logique serait forcément d'essayer de faire le concours et ensuite d'essayer d'intégrer l'école de privée d'ostéopathie, en sachant que quand on est kiné, on a deux possibilités pour devenir ostéo par la suite. Soit on retourne sur les bancs de l'école pendant 2 ans à temps plein pour devenir ostéo et kiné à la fois en plus, soit pendant 6 ans, un week-end sur 2, en fait, on peut travailler, on va à l'école en fait d'ostéo pour se spécialiser. Maintenant, pour moi, le sens le plus logique, encore une fois, ça serait de faire kiné puis ostéo, parce que si on fait ostéo, on n'est même pas sûr en fait d'avoir une place en tant que kiné à la fin. Et surtout, il faut savoir une chose sur les ostéopathes, c'est que à la fin du diplôme d'ostéopathie, alors sachant que c'est pas un diplôme d'État, mais le diplôme d'ostéopathie, le DO, on peut exercer l'ostéopathie sans avoir le diplôme. Donc si jamais vous allez voir un ostéopathe, assurez-vous toujours qu'il soit DO, parce que si vous allez voir juste un ostéopathe comme ça, en fait, et qu'il n'y a pas marqué DO, c'est qu'il n'est pas diplômé. Donc en fait, si on va à l'école privée d'ostéopathie, on peut exercer l'ostéopathie sans avoir de diplôme. DO, ça veut dire diplômé d'ostéopathie. Okay. Même pour les non-étudiants, c'est bon à savoir, pour les gens qui vont voir des ostéos. Est-ce qu'il y a d'autres questions en plus? Est-ce que vous auriez justement, parce que là, je crois que la conférence va bientôt se terminer, est-ce que vous auriez justement chacun un dernier conseil à donner aux jeunes qui sont là dans la salle et qui se questionnent sur leur avenir et sur leur vocation dans un métier paramédical? Moi, je pense que s'il y a une chose à faire, comme on l'a évoqué, c'est vraiment des stages. Pour ceux qui sont en 3e ou en seconde, c'est encore le temps de le faire des stages avec des professionnels ou au moins rendre visite, s'impliquer, aller voir un pharmacien, une infirmière, un ostéo, différents métiers pour comparer, pour voir ce que c'est de près. C'est extrêmement important. Et après, se renseigner auprès des prépas pour voir si le métier que vous voulez faire est en corrélation par rapport à vos capacités, à vos matières pour se rendre compte du quotidien de ces personnes-là. Zoé. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de tout bénévolat, voir un petit peu ce qui se passe dans le monde, en fait, rester informé, puisque c'est un métier qui englobe la société aussi. Donc, c'est important de rester éveillé un peu à toutes ces notions-là. Et Mathéo? Moi, je pense que mon dernier conseil, ça serait toujours de vous dire de faire ce que vous voulez faire, au moins d'essayer, même si parfois vos résultats, vous avez l'impression que c'est pas suffisant, que votre pote il fait mieux, mais qu'il veut faire la même chose que vous. Faut pas se comparer jamais. Il faut essayer, parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites au lycée, ça représente en rien ce dont vous êtes capable dans le supérieur. Moi, j'étais pas un très bon étudiant au lycée, et pourtant, quand j'étais dans des études que j'ai aimées, je me suis vraiment épanoui. Alors vraiment, mon conseil, c'est